Bonjour à toutes et tous, je suis Nadia Vuskovic du service communication du centre INRAE. Tout d'abord, je vous adresse nos meilleurs vœux pour cette nouvelle année. Merci pour votre participation à cette conférence du cycle Sciences pour tous, dont l'objectif est de mieux faire connaître et partager la diversité des recherches des équipes du centre INRAE et de les rendre accessibles à tout le monde. Pour cette première conférence de l'année sur le thème de l'évaluation des politiques publiques et de ses enjeux pour l'agriculture, nous avons le plaisir d'accueillir Thomas Poméon et Cédric Gendre, tous les deux qui font partie de l'Observatoire du développement rural. Cédric vous sollicitera pendant la présentation pour quelques questions sous forme de quiz vrai-faux. Donc sachez que pour les personnes dans la salle, on fera ça à main levée. Et pour les personnes en visio, on espère que tout va bien fonctionner. On lancera... Bonjour, bienvenue. On lancera un sondage via Zoom. Avant de leur laisser la parole, je voulais vous préciser que l'Observatoire du développement rural est une unité de service INRAE créée en 2009. Et donc Thomas et Cédric vont vous présenter comment ce centre de ressources a accompagné ces 15 dernières années les acteurs des politiques publiques. Après leur présentation qui va durer environ 40 minutes, on aura 20 minutes d'échange avec vos questions qu'on prendra à la fois en salle et via le chat sur Zoom. Pour ceux qui sont en distanciel, n'hésitez pas à me poser vos questions au fur et à mesure dans le chat. On les prendra à la fin de la conférence. Voilà pour l'intro. Messieurs, c'est à vous. Merci. Eh bien, merci Nadia et merci à ceux qui sont présents dans la salle et à distance pour votre intérêt pour notre unité, ses travaux et la thématique qu'on va présenter aujourd'hui. Donc, la commande, en quelque sorte, qui a été faite par le service communication, elle relève un peu d'un double défi. C'est vous parler rapidement de ce que c'est l'évaluation des politiques publiques en agriculture, vaste sujet en soi. Vous parler en même temps des contributions modestes mais significatives de l'unité à cette partie, à ces évaluations des politiques publiques. De faire tout ça pour un visé grand public, même si parmi vous, il y a des experts de ces différents sujets-là. Donc j'espère qu'ils ne m'en voudront pas de trop écorcher ou raccourcir certains éléments. Et puis avec aussi un défi de ne pas utiliser de sigles ou de mots trop spécialisés. Donc c'est déjà perdu puisqu'il y a au moins 3 sigles dans cette diapo. Mais voilà, j'essaierai de me corriger de ce défaut institutionnel classique. Donc, pour reprendre ce que disait Nadia, donc on est une unité de service rattachée au département économie et sciences sociales, donc qui vient de fêter ses 15 ans l'année dernière, dont l'objet principal est le développement d'un système d'information intégré sur les systèmes agricoles et les politiques agricoles. Donc, vaste mot, hein. Donc, ce petit mot CISPA résume tout cet ensemble-là et qui est donc un système d'information. Qu'est-ce que c'est? Ben, c'est un ensemble de données, de méthodes, des outils informatiques, des partenariats, de l'expertise pour et par un réseau d'acteurs autour d'un sujet donné, en l'occurrence là, les politiques agricoles. Et donc qui met à disposition des ressources destinées à la fois aux chercheurs d'INRAE et d'autres instituts et aussi à contribuer aux différents besoins d'évaluation des politiques publiques. Donc pour faire tout ça, on est une quinzaine d'agents avec des compétences dans différents domaines, le traitement, l'analyse de données en économétrie, les données aussi géographiques avec la géomatique, et puis l'informatique à la fois pour faire nos traitements de données en interne. Donc on a besoin de serveurs, de systèmes de gestion de bases de données, etc. Et puis comme on a une plateforme ouverte à l'extérieur qui proposons différentes ressources, on a aussi un besoin de développer cette plateforme, de faire du développement informatique, etc. Nos thématiques de travail, nos principales thématiques de travail, ben, c'est la PAC, donc la politique agricole commune. Ce sont aussi la politique autour des signes de qualité et de l'origine. C'est les questions d'occupation du sol, de pratiques agricoles, de démographie agricole, tous les différents zonages aussi économiques, biophysiques, administratifs, etc. Donc, vaste sujet qu'on va essayer de présenter de manière synthétique dans la suite de la présentation.
Donc rapidement, un peu pour mettre en contexte, voilà, évaluation des politiques agricoles. Donc pourquoi des politiques pour l'agriculture? Bon, déjà, spécificité de l'agriculture, c'est que c'est un domaine, on va dire pas comme les autres, puisque c'est un petit peu ce qui a façonné nos sociétés depuis quelques milliers d'années, à la fois dans ses aspects paysage, occupation du territoire, dans ses aspects culturels aussi, puisque quand on parle d'agriculture, on parle aussi forcément d'alimentation, voilà, dans les aspects économiques, sociaux, de santé publique, etc. Donc c'est pas un mince sujet. Et d'ailleurs, la récente politique européenne qui s'intéresse à l'agriculture et à l'alimentation a repris un petit peu cette idée de la fourche à la fourchette pour qualifier le système agroalimentaire. Et donc, politique agricole, c'est finalement plusieurs politiques autour de l'agriculture, pour et par l'agriculture. Cette complexité, du coup, pour la penser, pour la gérer, il faut adopter un point de vue systémique, donc la penser comme un système complexe. Donc j'ai mis quelques illustrations là de comment on représente finalement l'agriculture comme un socio-écosystème avec la question des relations entre l'homme et la nature, des liens entre les hommes entre eux, la modélisation des flux, des échanges que tout ça représente. Donc, grande complexité. Et puis, un autre élément aussi spécifique quand même à noter, c'est toutes les évolutions récentes qu'a connues l'agriculture, hein, puisqu'on est aujourd'hui à 1,5% des actifs agricoles dans la population active, alors qu'on était à 25% en 45, voire à 50% à la fin du 19e siècle. Donc tout ceci s'est fait en très peu de temps avec des grandes mutations à la fois au niveau de la population, au niveau aussi des façons de faire de l'agriculture, au niveau de son poids économique, etc. Donc cette mutation, finalement, elle ne s'est pas faite toute seule, elle s'est faite justement à travers la politique agricole qui a contribué à... c'est aussi un... C'est pas que les politiques qui font que ça évolue, hein, c'est un ensemble de phénomènes, mais on a une politique agricole qui a vraiment accompagné cette mutation récente depuis au sortir de la Seconde Guerre mondiale, avec un objectif de fournir des bras pour l'industrie et puis de nourrir à coût réduit la population européenne et mondiale au sortir de la guerre. Une spécificité, c'est que ces politiques, elles ont été nationales, mais elles ont été aussi depuis 1962 européennes, puisque c'est une des premières politiques vraiment importantes et structurelles qui a fait la construction européenne et qui a donc accompagné cette modernisation, cette massification et cette protection finalement de la production agricole. Donc tout ça se fait un petit peu sans grand questionnement aux crises pétrolières et puis aux premières crises de surproduction aussi, puisque finalement on a tellement bien réussi à moderniser l'agriculture qu'on produisait beaucoup trop. Avec aussi la montée de politiques visant plus de libéralisme, que ce soit en interne ou aussi au niveau des échanges internationaux. Et donc ça a amené à modifier cette politique agricole au niveau européen, avec, en insérant moins de prix garantis, de choses comme ça, et en mettant plus de marché. Et puis la dernière grande période, c'est que, au regard des crises multiples sociales, environnementales, qui ont un lien particulier avec l'agriculture, on en est venu à questionner justement le modèle agricole auquel on avait abouti très rapidement au cours de cette période, et donc d'introduire à travers la politique agricole des questions de durabilité, de multifonctionnalité. Donc on a au bilan un secteur qui certes est devenu un petit peu comme les autres, est devenu un petit peu plus minoritaire, on va dire, dans le paysage socio-économique, mais qui reste très lié à des enjeux complexes et forts, et qui donc fait que la politique agricole est un objet complexe et ô combien important dans nos sociétés.
Maintenant, on a vu les politiques agricoles. On va essayer de voir rapidement, alors sans rentrer dans les détails techniques, bah, finalement, évaluation des politiques publiques. On peut tous, c'est pas un mot très compliqué, mais derrière, il y a des choses, des concepts, tout un historique, une évolution des idées, des positionnements, des politiques, des lois, des sociétés savantes, etc., qui ont réfléchi à ces questions-là. Mais en gros, ce qu'on peut dire, c'est que pendant longtemps, finalement, c'était les années 60 et 70, c'était la planification. Donc voilà, on disait on va mettre des moyens pour faire ça. Et il n'y avait pas forcément cette logique de regarder le résultat de manière très précise des effets de cette politique. Et donc petit à petit, à l'aune de nouveaux courants de pensée, à l'aune aussi de la complexification des politiques publiques et puis des exigences de plus en plus fortes d'avoir de la transparence et en même temps de réduire les coûts avec des budgets qui devenaient de plus en plus contraints, est émergé ce paradigme d'évaluation des politiques publiques, d'abord issu du monde anglo-saxon, qui a été assez mis en avant et poussé par la Commission européenne et qui petit à petit aussi se diffuse à différents niveaux, de différentes façons, avec des hauts, des bas en France. Voilà, ce n'est pas un gros bloc monolithique, il y a beaucoup de littérature d'ailleurs sur ce sujet, de qu'est-ce qu'une évaluation de politique publique, comment on l'a fait, est-ce que c'est bien, mal, etc. Enfin, voilà. Mais globalement, pour avoir les choses importantes en tête, il y a des fondements quand même de l'évaluation qui sont assez communément acceptés. Déjà, c'est l'évaluation des politiques publiques, c'est la question de mesurer les effets par rapport aux objectifs de la pollution, de la politique publique à travers des notions clés qui sont la pertinence, c'est-à-dire bah, est-ce qu'on a bien identifié les problèmes et au regard de ces problèmes, on a bien identifié les besoins et les solutions qu'on pouvait apporter. Est-ce que la politique a eu une efficacité, c'est-à-dire est-ce qu'elle a eu des effets propres, c'est-à-dire elle-même et pas juste conjoncturels par rapport aux objectifs qu'elle visait? Est-ce qu'elle était efficiente, c'est-à-dire est-ce qu'on l'a fait à moindre coût, au coût optimal? Est-ce qu'elle est cohérente avec d'autres politiques à différents niveaux dans différents domaines? Et est-ce qu'elle apporte une valeur ajoutée par rapport à d'autres politiques? Ça, c'est particulièrement une question pour l'Europe qui veut mettre en avant la plus-value justement de la dimension européenne des politiques qu'elle porte. Un autre fondement, c'est qu'elle est basée sur des données, des méthodes scientifiquement validées. Alors, il y a beaucoup d'aspects quantitatifs, mais l'évaluation, intègre aussi des éléments qualitatifs. Et d'ailleurs, elle revendique dans son déroulé d'intégrer une pluralité de points de vue. Elle a une fonction évidemment normative, c'est-à-dire apporter des recommandations pour améliorer les prochaines politiques publiques. Et puis une autre caractéristique aussi, c'est qu'il y a différents types d'évaluations. Ex ante, ça veut dire qu'on les fait avant la mise en place de la politique publique pour essayer d'anticiper les mécanismes et les logiques d'action qui vont être en jeu. In itinéré, c'est-à-dire en cours de réalisation pour éventuellement ajuster la politique publique et voir si on fait des erreurs. Et puis, à l'issue d'une programmation, on fait une évaluation ex post pour voir bah, voilà, est-ce qu'on a atteint finalement les objectifs. Si on regarde l'évaluation au niveau de la politique agricole commune, c'est un objet où l'évaluation a une longue histoire et finalement et un exemple intéressant pour illustrer l'évaluation des politiques publiques, puisqu'on s'est tout de suite posé la question de savoir si ce budget très important au niveau européen, puis ça représente, alors ça varie selon les périodes, hein, mais entre 40 et 60% du total du budget européen, donc c'est pas négligeable, du budget de l'Union européenne, donc, si finalement cet argent public, il servait à apporter des choses qui étaient bien d'un point de vue public et pas juste des bienfaits pour certains acteurs. Donc elle s'est rapidement mise en place et est devenue assez rapidement obligatoire et assez cadrée par différents textes européens. Et elle se déroule en général avec cette conceptualisation-là qui est de regarder à la fois les réalisations, les résultats et les impacts. Donc les réalisations, c'est de répondre à des questions simples, en tout cas en apparence simples. Combien il y a eu de bénéficiaires par rapport aux bénéficiaires potentiels, quel volume d'argent a été mobilisé, etc. À des choses déjà un peu plus complexes à regarder, c'est-à-dire les résultats. Est-ce que cette politique, elle a effectivement fait changer les pratiques des agriculteurs? Est-ce qu'elle a effectivement amélioré
les revenus des agriculteurs, etc. Et puis le haut de la pile, ce sont la question des impacts et qui est la vraie finalité finalement de l'évaluation des politiques publiques par rapport à des objectifs très génériques. Voilà, est-ce que ça augmente la qualité de vie dans les zones rurales? Est-ce que ça augmente la qualité de l'eau, la biodiversité, etc. Et ça, ce sont des éléments assez compliqués à évaluer, même avec des outils avancés. Donc, bah, pour faire cette évaluation-là, qu'est-ce qu'il faut? Donc, schématiquement, vous pouvez voir là à gauche un peu comment ça peut se passer pour une politique européenne, c'est-à-dire on va collecter un certain nombre de données, d'informations, mobiliser différentes méthodes qualitatives et quantitatives d'évaluation, et puis on va produire des indicateurs. On va avoir des évaluateurs qui vont travailler à définir avec l'administration en charge la logique d'intervention et qui vont répondre avec ces indicateurs en les plaçant par rapport à la logique d'intervention à des questions d'évaluation et émettre des critères de jugement. Donc, pour faire tout ça, eh ben, il faut à l'avance avoir des données, des faits quantitatifs et qualitatifs inscrits dans le long terme parce qu'une politique, c'est pas quelque chose qui se fait sur le court terme et encore moins en termes d'impact. D'où l'idée d'avoir un observatoire, hein. Un observatoire, c'est une idée, on connaît tous les observatoires astronomiques, les observatoires voilà, qui nous viennent des sciences physiques en général, mais qui s'appliquent aussi du coup de plus en plus maintenant à des questions aussi socio-économiques ou autres, qui visent simplement à collecter, traiter et diffuser de l'information pour suivre un phénomène et en l'occurrence aider à l'action collective. Donc, par exemple, je vous ai mis pour dire que c'est une habitude qui se diffusait, on va dire. Maintenant, on a identifié à peu près 65 observatoires en France sur les questions agricoles et alimentaires de différents types. Donc, un observatoire du développement rural, c'est-à-dire développement rural de la politique de développement rural, qui est une partie significative de la PAC et qui émerge en fait à la croisée de différents besoins, de rencontres entre des personnes qui font que apparaissent l'ODR petit à petit entre 2006 jusqu'à sa création en 2009, entre des besoins de chercheurs, des besoins d'administration qui avaient besoin de données, de méthodes et d'appui pour développer une approche outillée et surtout anticipée de l'évaluation autour notamment de l'aspect de données. Donc l'ODR s'est impliqué à valoriser les bases de données administratives à différentes échelles par rapport à différents référentiels géographiques pour une approche territorialisée de l'évaluation des politiques publiques. C'est-à-dire, on ne va pas dire la politique en France, elle a fait ça, mais essayer de regarder un peu plus finement quand même qu'est-ce qui se passe. Voilà, avec l'idée donc de mutualiser les données et les méthodes pour les besoins de la recherche et de l'appui aux politiques publiques, avec aussi une fonction patrimoniale, parce qu'un des défauts de l'évaluation, c'est que d'une évaluation à l'autre ou d'une programmation politique à l'autre, des fois on perd les données, l'expertise, etc. Donc le transférer à une unité de recherche, ça permettait aussi de s'inscrire dans le temps long, et puis de développer des outils simples de traitement, de diffusion et de valorisation croisée de ces données. Alors là, je vous ai mis tout un exemple de copie d'écran de comment l'ODR, sur la partie visible de l'iceberg, a évolué et évoluera aussi encore, puisqu'on est en train de travailler sur une prochaine plateforme informatique. Donc, on a développé à partir de ça un système d'information intégré sur les systèmes et politiques agricoles, qui est un contributeur parmi les contributions d'INRAE et d'autres acteurs à l'évaluation des politiques publiques, hein. On est bien d'accord, on ne fait pas tout. Et qui repose donc sur des compétences thématiques, méthodologiques, notamment autour de la donnée de son cycle de vie, des compétences techniques et informatiques, et puis aussi des aspects partenariales et juridiques autour des données, des collaborations, de la sécurité informatique, du droit des données, de la gestion administrative, etc. Donc aujourd'hui, on propose une plateforme dans laquelle on diffuse la plupart de nos ressources, qu'on va diffuser aussi à travers l'entrepôt de données, des publications. Et notre travail qui au départ s'est inscrit vraiment dans l'évaluation du second pilier de la PAC, il s'est très rapidement développé et diffusé à d'autres thématiques parce que suivre la politique agricole, on a vu que c'est suivre beaucoup de choses en même temps. Et donc on a développé plusieurs réseaux, portails thématiques
qui regroupe en fait autour d'un domaine un ensemble de données, d'outils, de ressources documentaires, d'expertise méthodologique, thématique, technique, et qui sont donc autour du suivi et évaluation de la politique agricole commune, des systèmes de culture et de production, de la démographie et de l'emploi agricole, et aussi de la politique sur les signes de qualité. Donc après cette présentation un petit peu descendante et un petit peu peut-être chargée, on va essayer de mettre un peu d'interaction en tentant de vous mobiliser pour présenter justement ces différentes thématiques sous forme de quiz qui nous serviront finalement à illustrer les différents travaux que nous menons là sur ces thématiques. Voilà, donc je vais laisser la parole à Cédric en maître quiz attitré. Bonjour. Donc, j'ai le plaisir d'animer l'ODR Quiz qui a été préparé par l'unité ici dans la salle Tu n'as pas le droit de répondre. et qui n'a pas le droit de répondre du coup. Donc, je vous rappelle les consignes que nous s'étions données. Donc, dans la salle, levez le bras quand je vous demanderai si c'est vrai. Et en ligne, vous pouvez répondre au sondage. La, la première question, alors si on pouvait On va cacher. décaler ça. Merci. Donc, la première affirmation en fait, qu'on vous propose par rapport à la politique agricole commune, c'est tout simplement pour savoir, en termes de bénéficiaires, est-ce qu'un club de canoë-kayak peut bénéficier des aides de la PAC? Est-ce vrai? Alors, n'hésitez pas à lever la main si vous pensez que c'est vrai. Est-ce qu'il y en a qui pensent que c'est faux? C'est partagé. C'est assez partagé. Bon, on fait ça à dire d'expert au doigt mouillé. Hein, donc, voilà. Globalement, OK. Donc, la réponse, je passe à la réponse. Alors, ça ne bouge pas. Il faut recliquer. Ah, il faut cliquer, vas-y. Vas-y. Donc, la réponse, eh bien, c'est vrai. C'est vrai. Et c'est en termes d'évaluation, en fait, c'est toute la complexité d'évaluer la politique agricole commune parce qu'elle a une grande diversité d'objectifs, une grande diversité d'interventions et aussi une grande diversité de bénéficiaires. Bien sûr, les principaux bénéficiaires sont les agriculteurs. C'est eux qui touchent les principales aides et le plus grand nombre d'interventions. Mais il y a aussi ce qu'on appelle le FEADER, le Fonds agricole de développement rural, qui, lui, est là pour apporter des fonds d'amélioration économique des territoires ruraux et aussi en termes de patrimoine, etc. Donc là, vous avez un exemple de club de canoë-kayak qui a demandé une aide du FEADER, donc le second pied de la PAC, pour une opération de sensibilisation au patrimoine naturel sur les rives de la Meurthe. Je laisse Thomas. Alors, deuxième question. Deuxième question. On va y arriver. Alors, une question un peu plus technique. Voilà, un peu plus technique ou pour les. Je vais y arriver. Voilà, un peu plus technique ou pour voilà, des personnes un peu plus averties. Donc ici, on va parler des mesures d'investissement agricole de la PAC, hein, donc, qui permettent, qui apportent une aide pour l'achat de matériel ou de la rénovation de bâtiments, notamment de bâtiments d'élevage. Donc en France, les aides à l'investissement agricole de la PAC, dans la période entre 2013 et 2017, ont eu un effet positif sur la productivité du travail des exploitations agricoles. Est-ce que d'après vous, c'est vrai? Est-ce qu'il y en a qui pensent que c'est faux? Ah, quelques-uns. Les pessimistes sont au fond de la salle. Alors, c'est vrai. Et donc, Vrai en ligne. Hein. et c'était vrai aussi en ligne à 85%. Alors là, on vous propose donc une présentation d'un travail que nous avons réalisé en 2019 pour les régions, puisque c'est les régions qui étaient autorités de gestion de cette partie des investissements agricoles de la PAC. Donc, l'objectif ici était de vérifier, donc de calculer si effectivement il y avait un effet propre des interventions sur la productivité du travail via une méthode statistique de double différence. Donc, vous voyez dans le graphique à droite, la ligne bleue qui en fait sont des non-bénéficiaires, donc une population agricole qui est similaire aux bénéficiaires de ces mesures, qui elle est représentée par la ligne violette. Donc, premier constat, hein, c'est tout simplement que les bénéficiaires et non-bénéficiaires, dans tous les cas, ont une baisse de productivité dans le temps, entre 2013 et 2017. Cependant, on peut le voir via la ligne violette, justement, cette baisse est moins forte
pour les bénéficiaires des aides d'investissement agricole. Donc, il y a bien eu un effet positif de ces mesures, de ces interventions, au sens statistique, par rapport aux non-bénéficiaires, qui, pour vous rappeler, dans l'exercice ici, est une population d'agriculteurs, d'exploitation agricole similaire aux bénéficiaires. Alors, effectivement, derrière, on voit trois bouts de courbe. Ça a l'air un petit peu simple, mais derrière, il faut savoir que bah, c'est intégrer des milliers de données, de variables, des méthodes un petit peu complexes pour réussir à sortir ce chiffre et qui ne suffit pas à interpréter, bien évidemment, toute la politique d'investissement de la PAC, mais qui apporte un élément parmi d'autres au débat. Voilà, donc c'est intéressant, c'est à lire comme ça. En fait, c'est pas à lire comme un résultat ferme et définitif, mais comme un élément de compréhension et d'analyse globale. Donc maintenant, que ce que on fait rapidement autour du suivi et de l'évaluation de la PAC, hein. Bon, je vous l'ai déjà présenté, mais finalement, l'ODR n'est qu'une partie d'un écosystème complexe de suivi et d'évaluation, hein, qui est schématisé en haut à gauche. Alors, je ne vais pas vous représenter tous les acteurs impliqués, mais en gros, voilà, il y a des acteurs qui payent les aides, il y a des gestionnaires qui sont les ministères de l'Agriculture, mais aussi les régions qui sont des autorités de gestion de la PAC, il y a l'Union européenne, il y a la recherche qui est impliquée en tant qu'expert, mais qui a aussi des intérêts propres, on va dire, de construction de connaissances à partir de ce domaine-là. Il y a des évaluateurs, donc des prestataires de l'évaluation, des fournisseurs de données, etc. Donc nous, voilà, on est une des briques de ça et on est une des briques de ça depuis, depuis pas mal de temps, puisqu'on a travaillé sur les premières programmations 2000-2006. Et donc, on est inscrit vraiment dans l'historique, ce qui permet aussi quelque chose de non négligeable, c'est de pouvoir travailler sur le temps long, parce que souvent les effets d'une politique, et notamment en agriculture, ça se fait voir sur le temps long. Donc voilà, nous, on apporte des éléments objectifs, on essaye d'anticiper aussi les besoins pour le suivi et l'évaluation de la PAC. Et puis voilà, on essaye d'apporter des éléments pour une évaluation qui soit le plus qualitative possible et qui permette de répondre aux objectifs, de voir, pouvoir comparer entre programmations, entre programmes, etc. Donc pour ça, on intègre des données sur plusieurs centaines de milliers de bénéficiaires, on les nettoie, on les prépare, on les complète, on les intègre avec d'autres sources de données. On les met à disposition des parties prenantes du suivi et d'évaluation et de la recherche. Et puis, comme le disait Cédric, derrière, il y a beaucoup de complexité, puisqu'il y a différents objectifs, programmes. Il y a plus de 120 interventions dans la PAC, des bénéficiaires, on a vu, divers et variés, mais aussi différents financeurs. Et puis tout ça, c'est en lien avec plein d'autres politiques aussi qui en même temps jouent de leur côté. C'est en lien aussi avec l'évolution propre du monde biophysique, hein, du climat, etc. Et aussi du monde socio-économique, les crises économiques, le commerce international, la guerre, etc. Donc voilà, il y a plein de choses à prendre en compte. On va continuer à jouer. Donc là, on change de thématique. Donc une autre thématique qui est travaillée donc par l'Observatoire. Ici, c'est les surfaces agricoles et leur utilisation. Donc, question quiz, enfin plutôt affirmation. En 2022, la surface agricole en France métropolitaine représente près d'un tiers de la surface totale. Donc, est-ce que c'est vrai? Je pense que c'est vrai. Donc, près d'un tiers de la surface totale de la France métropolitaine. Qui pense que c'est faux? Et donc, en ligne, on est à 50-50, 49-50, 47-52. Ils sont indécis. Il y a une chance sur deux, hein. C'est statistique, c'est la loi des grands nombres. La réponse est faux. Donc, à partir de travaux que nous réalisons à l'Observatoire, en fait, il existe en ligne, enfin, il existe en ligne, il existe en fait un système d'information géographique qui s'appelle le registre parcellaire graphique, qui est géré par l'Agence de services et de paiement. Et c'est en fait, les parcelles sont déclarées chaque année par les agriculteurs pour obtenir des aides de la PAC. Nous, à l'Observatoire, en fait, nous créons ce qu'on appelle un RPG complété, c'est-à-dire que nous ajoutons à ce parcellaire des surfaces qui ne sont pas présentes dans la PAC, tout simplement parce que les agriculteurs n'ont pas déclaré ces surfaces, ou tout simplement parce qu'ils ne bénéficient pas d'aides qui les concernent directement dans le cadre des aides de surface.
Et notamment, c'est les vignes, les vergers, etc. Et donc aujourd'hui, on est à peu près à 28 millions d'hectares en surface, soit un peu plus de 50%. On est à 50, entre 50 et 51% de la surface en France agricole. Et on inclut ici des surfaces comme les estives et des surfaces temporairement non exploitées agricoles. Vous avez à droite deux cartes que nous avons produites à l'Observatoire. La première en haut à droite, c'est la part de la surface agricole utilisée en 2022. Vous voyez qu'en jaune, c'est moins de 20% de la SAU, la surface agricole utile, par commune, tandis qu'en bleu foncé, on est à plus de 80%. La seconde carte, celle en bas à droite, donc c'est la part du RPG complété, donc la part que nous, les données que nous produisons à l'Observatoire pour compléter le RPG, par rapport à la SAU totale, donc en jaune, moins de 5%. C'est-à-dire que là, il y a un grand ensemble de surfaces qui sont déjà déclarées dans le RPG. Et à l'inverse, en bleu foncé, on est à plus de 75%. Vous voyez par exemple le Bordelais, où il y a pas mal beaucoup de vignobles, est à plus de 75%. Les surfaces forestières ne sont pas comptées. C'est que la surface agricole. Autre question quiz. En France métropolitaine, sur une période de 7 ans, une parcelle de terre cultivée, donc on ne parle pas de culture pérenne, on ne parle pas de verger, on ne parle pas de vignoble, on ne parle pas non plus des prairies permanentes, vraiment des cultures, accueille en moyenne 3 à 4 cultures différentes. D'après vous, est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Alors, sur une période de 7 ans. C'est long. Alors, vrai. Hein? Faux? Ouais, plutôt vrai quand même. Et donc, en ligne, nous sommes à 52%. Toujours la loi des grands nombres, hein. 52%. Bon. Et la réponse est vraie. Donc, félicitations. Donc, sur cette année de rotation culturelle, donc de rotation de culture, ici sur la période 2015-2021, on constate en moyenne 3,5 cultures différentes sur les terres arables. Alors, c'est à une échelle nationale, ça peut être différent après à des échelles plus fines. Et cela, en fait, correspond à des recommandations pour la PAC, notamment les normes qu'on appelle les BCAE, donc les bonnes conduites, euh, les bonnes conditions agricoles et environnementales. Ici, c'est la 7, c'est sur les rotations de culture, qui préconise en fait 2 cultures principales par période de 4 ans. Donc, vous avez à droite des représentations que nous avons faites à l'Observatoire. Ici, par exemple, vous avez en Haute-Garonne le nombre de cultures sur ces 7 années. En rouge, la monoculture, donc une seule culture, allant jusqu'au vert, qui est jusqu'à 7 cultures, pas de répétition, donc une culture par an. Donc vous voyez qu'on est plutôt dans le jaune, entre 3 et 4 cultures. Et on est plutôt dans la moyenne. Nous sommes plutôt dans la moyenne. Voilà. Donc, et puis on peut remarquer que du coup que les politiques agricoles sont bien faites puisqu'elles elles collent parfaitement à la réalité dans ce cas-là. Voilà. Autre question quiz. Alors là, on parle donc pesticides et là, ici, c'est herbicides. La diminution de l'usage du glyphosate entre 2015 et 2020 a été similaire sur toute l'Occitanie. C'est-à-dire qu'il y a eu une augmentation ou une diminution, ici une diminution, équivalent globalement. Alors, est-ce que c'est vrai? Non. Est-ce que c'est faux? Eh bien, effectivement, c'est faux. Donc, à partir, là, ici, donc c'est une représentation que nous avons fait à partir de données de vente de produits phytosanitaires. Donc, c'est une base de données que nous récupérons à l'Observatoire et que nous retravaillons pour la spatialiser à l'échelle des parcelles. Nous la recevons à l'échelle du code postal, à la commune. Et on fait tout un travail pour justement la spatialiser, pour la rendre disponible à une échelle plus fine. Donc, entre 2015 et 2020, d'après les données de vente de produits phytosanitaires, pour ce qui est du glyphosate, on peut constater une diminution, mais ce n'est que dans le Gard, principalement. Donc, pas que dans le Gard, mais principalement dans le Gard, avec une baisse. Donc, vous voyez des carrés verts.
Ensuite, on voit que dans d'autres secteurs, on est plutôt stable, voire en hausse, si on descend du côté de l'Hérault, par exemple. Je te laisse compléter si tu veux, Thomas. Oui, je voulais rebondir sur cette carte avec deux petites questions, enfin deux éléments, hein, qu'on peut faire ressortir. Sur la forme, déjà, bah, c'est insister aussi quand on parle d'indicateurs et de données, bah, sur le choix stratégique de ce qu'on va représenter. Déjà, le choix de l'indicateur, parce qu'on fait des moyennes lissées, on compare 2 années, on compare des taux d'évolution moyens, etc., où on peut aboutir à des résultats finalement assez différents. Donc être prudent là-dessus. La façon aussi de représenter, hein, est-ce que le vert, c'est quelque chose de positif ou pas? Voilà, le choix des échelles, de l'agrégation aussi. Là, on a agrégé les données par commune. Si on les agrégeait à notre niveau, ça lisserait peut-être les choses de manière différente. Mais bon, voilà, donc c'est une première étape pour voir apparaître quelques faisceaux d'indices de ce qui s'est passé quelque chose et où ça s'est passé en l'occurrence. Donc, et ça, c'est la deuxième remarque, c'est plus sur le fond, du coup. Bon, je vais rester sur la. C'était de dire, bah voilà, on remarque qu'il se passe quelque chose de différent qu'ailleurs, on va dire, dans le Gard, a priori. Mais est-ce que ça suffit à dire quelque chose? Bah non, ça suffit pas à dire grand-chose parce que ça, c'est à relier finalement à d'autres phénomènes. Est-ce que c'est parce que finalement ça a été substitué par un autre produit qui est peut-être pas plus bénéfique pour l'environnement? Est-ce que c'est parce qu'il y a eu beaucoup de passages au bio? Est-ce que c'est parce que bah, tous les agriculteurs sont partis et que plus personne n'en utilise? Voilà, est-ce qu'il y a des animations particulières au niveau de l'agriculture, des exploitations qui ont abouti à ça? Donc finalement, il peut s'être passé beaucoup de choses et voilà, c'est tout l'intérêt de produire certes un indicateur, mais aussi de le contextualiser et de le mettre en débat avec des spécialistes et des non-spécialistes aussi pour bah, transformer cet indicateur en une analyse et une connaissance qui soit utile à différents niveaux. Donc maintenant, voilà, rapidement pour dire que ce qu'on fait justement sur la question de la structure des exploitations et des pratiques agricoles, bah, on apporte des éléments pour répondre à différents enjeux qui sont principalement la caractérisation de l'assolement. Donc on a vu qu'il y a des bases annuelles mais qui sont incomplètes, donc on essaye de les compléter. À travailler aussi sur l'aspect temporel, à caractériser finalement les successions culturelles et les impacts qu'elles peuvent avoir. Donc ça peut alimenter tout un tas de travaux et puis ça permet aussi d'agréger tous ces éléments au niveau de la parcelle où après on va pouvoir agréger aussi d'autres facteurs, d'autres déterminants d'évolution ou d'autres impacts, que ce soit sur des aspects biophysiques, sur des aspects socio-économiques, de zonage réglementaire, etc., quoi. Donc ça, c'est une composante. Et puis l'autre composante qu'on a vue, sur laquelle on travaille pas mal, c'est celle des pesticides, donc des produits phytosanitaires, où on travaille justement à spatialiser plus finement et à avoir une représentation la plus fine possible dans le temps et l'espace des usages des produits phytosanitaires à partir d'une donnée qui est un peu plus frustre, qui est celle des ventes de produits phytosanitaires. Et donc ça fournit des éléments pour le suivi de la politique éco-phyto et puis pour différents travaux, études, projets de recherche qui s'intéressent aux déterminants de l'usage des produits phytosanitaires et aussi à leur impact en termes bah, de pollution, de biodiversité ou également de santé publique. Donc on a par exemple des recherches menées par des épidémiologues à partir de ces données-là. Voilà. On Autre repart. thématique abordée par l'Observatoire. Donc ici, la démographie agricole, l'emploi et l'installation et la transmission. L'Observatoire travaille à partir des données de la mutualité sociale agricole, qui pour nous est une population de référence, hein. Ce sont les cotisants à la mutualité, qui représentent plus de 90% des exploitations, à peu près. La population de cotisants à la mutualité sociale agricole. Plus, pas tous, mais on est quasiment, enfin, une très forte population, on est quasiment à 100%. Du coup. Et donc ici, la question est tout simple, c'est sur 100 chefs d'exploitation installés en Occitanie en 2016, plus d'un quart avaient arrêté leur activité en 2021. Donc plus d'un quart, entre 2007 et 2021, ont arrêté leur activité sur 100 chefs d'exploitation, donc plus de 25. Est-ce que vous pensez que c'est vrai? Ah, beaucoup de vrai.
Pessimiste. Pessimiste. Est-ce que vous pensez que c'est faux? Et donc en Occitanie, hein, nous avons 79% de vrai sur le sondage de quiz. Et la réponse était faux. Félicitations. On est à moins de 1/5 sur l'ensemble de la région. Alors bien sûr, c'est disparate hein, d'un département à l'autre. Mais le taux de maintien sur 5 ans de chaque exploitation installée par rapport aux données de la mutualité sociale agricole, hors cotisants solidaires, donc je passe un peu les transferts d'époux, donc je passe un peu les cas particuliers, nous sommes à 83% voilà, de taux de maintien sur 5 ans. Alors, on retrouve le Gard, malheureusement, qui lui, par contre, a une baisse assez significative, hein, parce qu'il est de moins de 70%. L'Aveyron, le Terne, eux, à l'inverse, sont à plus de 90% de maintien. Voilà. Et aussi, c'est variable donc d'un département à l'autre, mais c'est aussi variable selon le type de production, selon la forme juridique de l'exploitation. Par exemple, sur le type de production, bovin, viande et lait sont à plus de 90% de maintien. Le maraîchage, le volaille, la viticulture, par contre, sont un peu plus faibles, puisqu'on est à moins de 76% de maintien. Juste pour en savoir plus, vous avez tout en bas un petit lien sur la présentation, puisque nous avons des données publiques, des indicateurs que nous produisons à partir de ces données, qui sont disponibles sur le site. Voilà, il suffit de s'inscrire pour avoir accès à ce tableau de bord. Donc voilà, donc outre le fait que le glyphosate favorise le maintien des exploitations, ce qu'on peut dire, c'est faux. Hein, j'ai enregistré, il faut que je fasse gaffe. Voilà, corrélation n'est pas raison, hein, c'est un bon exemple. Alors là, c'est un peu gros, hein, mais des fois, on peut voir des choses qui sont pas loin de faire la même chose, mais en prétendant être sérieux. Donc, il faut faire attention. Voilà, mais rapidement, la question de l'évolution démographique en agriculture, on a vu que c'était un sujet assez important, hein, et notamment tout ce qui est installation, transmission. Donc, dans ce cadre-là, nous, on travaille depuis plus de 20 ans, enfin, on travaille avec 20 ans de données de la mutualité sociale agricole, et notamment pour produire une base longitudinale unique en son genre, puisque les bases, elles sont année par année. La mutualité sociale agricole, elle travaille sur cette base-là. Et nous, on a conduit des travaux pour suivre les individus dans le temps et donc pouvoir sortir ce genre d'analyse sur la pérennité, on va dire, des installations. Donc tout ça, c'est complémentaire, bien sûr, avec la statistique agricole, mais avec un gros avantage que c'est annuel, avec d'autres informations un petit peu aussi qu'on peut exploiter sur des aspects structure des exploitations. Et puis du coup, ça permet d'avoir une grande diversité d'usages, hein, à la fois pour appuyer avec des données de référence et de contexte sur l'évolution à échelle temporelle et spatiale assez fine. Et puis pour travailler sur une question importante qui est la structuration de l'emploi agricole qui évolue beaucoup aussi avec le passage de plus en plus vers des formes sociétaires, la part des salariés, etc. Donc c'est une ressource importante. À la fin. À la fin. Dernière thématique. Donc, les signes d'identification de la qualité et de l'origine en agriculture, donc avec le SICO, qui sont appelés les SICO. Donc, nous travaillons à partir des données de l'INAO et les données aussi de l'agence bio. Donc ici, une affirmation, le label Saveur de l'année est un signe officiel reconnu par l'État garantissant la qualité des produits. Est-ce vrai? Donc le label Saveur de l'année est un signe officiel reconnu par l'État garantissant la qualité des produits. Alors, qui dit vrai? Qui dit faux? On va aller plus vite. Du coup. Tout le monde dit faux. Donc, on finit sur un consensus. Un consensus. Alors, 92% des répondants en ligne disent faux. Et effectivement, c'est faux. Pas de souci de ce côté-là. Saveur de l'année, en fait, est une marque commerciale française qui a été développée en 97, qui a été créée en 97 par une entreprise qui s'appelle Monadia. Et les signes de qualité en agriculture qui concernent 36% des exploitations en France, que nous traitons à l'Observatoire, en fait, sont l'agriculture biologique, bien sûr, qui garantit un mode de production respectueux de l'environnement, les indications géographiques protégées, appellation d'origine protégée, spécialité traditionnelle garantie qui privilégie l'origine et la typicité des produits,
Et enfin, le label rouge qui, lui, met l'accent sur la qualité supérieure des produits. Donc voilà, on disait 36% de l'agriculture française concernée par les signes de qualité, donc c'est pas une mince politique. Donc les politiques agricoles, voilà, c'est aussi c'est la PAC, hein, c'est les grandes choses, mais c'est aussi cette politique de qualité-là qui donc concerne un grand nombre d'agriculteurs. Là, je vous ai mis un petit extrait de chiffres qu'on va pas détailler et qui sont disponibles sur notre plateforme et qui sont qu'on met à disposition et qu'on calcule à partir de l'agrégation de tout un tas de données sur lesquelles on travaille. Voilà. On voit que on a quand même un chiffre d'affaires aussi important, de l'emploi aussi généré par cette politique-là, etc. Donc rapidement, pourquoi on a développé cette partie-là? Bon, sur l'agriculture biologique, il y a l'agence bio hein, qui fait pas mal de choses et qui les diffuse et qui les rend accessibles. Mais c'est vrai que sur les autres signes de qualité, il existait très peu d'éléments pour comprendre la dynamique. Donc on a une base un peu unique en son genre qu'on a développée à travers l'Observatoire territorial des SICO et qui permet de comprendre les spécificités des filières SICO et leur impact de différentes façons sur l'emploi, le développement durable, la compétitivité et d'autres éléments. Et puis on diffuse depuis 2022 les données de l'agence Bio. Voilà, je vois que le temps file, alors je vais vite conclure parce que je vois que Nadia elle a pris son micro, donc elle est prête à me couper. Voilà, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais voilà, pour résumer, on voit que politique publique et agriculture, objet complexe, donc approche multiple et complexe, donc auquel on essaye d'apporter une petite pierre à l'édifice. Un autre point important aussi, c'est que articuler recherche et évaluation des politiques publiques, c'est du gagnant-gagnant pour les deux aspects, puisque ça facilite l'accès aux données pour la recherche, l'accès aussi à l'expertise sur les données, la thématique, et puis comment se déroule la politique publique, hein, parce que pour bien l'analyser, il faut en connaître aussi les arcanes. Et puis ça accroît la qualité des évaluations et la capacité d'analyse des politiques publiques. Voilà, donc on est vraiment à l'articulation entre la recherche et les politiques publiques. On a beaucoup de sollicitations de différents acteurs et puis on est impliqué directement dans plusieurs projets de recherche et dans des dispositifs partenariaux qu'on porte. Voilà, donc c'est un effort que nous poursuivons et que nous espérons poursuivre encore de longues années. Voilà, merci beaucoup et puis place à vos questions.